Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. C'est une matinée spéciale aujourd'hui qu'on va dédier à toutes les femmes qui nous regardent à travers le monde et les femmes algériennes particulièrement. Nous vous souhaitons donc une très belle fête de la femme puisqu'aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale des droits de la femme. Nous célébrons toutes ces femmes qui luttent, qui continuent à lutter déjà pour tous les droits qui ont été acquis, pour les droits qui vont être acquis, pour les droits donc pour lesquels on se bat encore. Et donc bonne fête à toutes les femmes qui nous regardent. Et aujourd'hui, comme je vous disais, ce sera une émission qui sera dédiée aux femmes, puisque Samira Hadjamar, dans sa rubrique, elle va revenir justement à quelques noms donc, des Algériennes qui ont contribué à la promotion et la valorisation du patrimoine juste après l'indépendance, et particulièrement, elle reviendra sur le parcours de la première femme archéologue algérienne juste après l'indépendance. Nous parlons vraiment des débuts de 62. Et aussi, nous allons recevoir une jeune dame, une jeune fille, elle qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, particulièrement l'entrepreneuriat médical, puisqu'elle a lancé une start-up, mais à côté, elle a aussi lancé un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Fella Bennour sera parmi nous comme chaque dimanche, et cette fois-ci, elle va recevoir deux dames, deux entrepreneurs. Elles font un travail colossal sur terrain, mais pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle continentale, puisqu'elle travaille pour la promotion de l'entrepreneuriat, pour l'accompagnement dans toute l'Afrique. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, ce sera une chanson qui vous est toute dédiée, mesdames, une très belle chanson à l'honneur des femmes algériennes, qui est donc interprétée par le marhoum Sami El-Jazairi, Abdelak El-Jazairi. يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حاير يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حاير على زينكم نقول على زينكم نقول على زينكم نقول سروال الشلقة وما حرمت الفتول ياك سالف وطول في الجزائر ساكن غزالي اجي تشوف الزين اجي تشوف الزين اجي تشوف الزين يا محلى صنعة اليدين رضيت الوالدين وجبلتهم شحال حلالي طباخهم مزيان يطبخهم مزيان يطبخهم مزيان والحلويات على كل الوان استخبر زيدان وصوتها وشحال حلالي اشوف ذيك الهمة اشوف ذيك الهمة اشوف ذيك الهمة كي تلبس العجر والحايك مرمى كلمتها كلمة اصيلة صافية من ذاك الغالي كل الصباع بصنعة ياكل الصباع بصنعة كل الصباع بصنعة وبنظرتها تذوب الشمعة يكفي نهار الجمعة في الجزائر لاقيت غزالي
لابسه الجلابه لابسه الجلابه وشعرها اسود غرابه ملكت العزابه وانا حرقتني بليله. Très très belle interprétation donc, qui rend hommage à toutes les femmes algériennes, Sami Djezairi, qui nous a interprété Yebnat el-Djazaïr et nous allons recevoir l'une des Bnat el-Djazaïr. Samira, bonjour. Bonjour Noël. Bonne fête. Bah oui, c'est vrai. Merci. Djazaïr, non? Bonne fête à toutes les femmes, bien sûr. Algéroises. Voilà. Je suis née à Alger. Voilà, algéroise, algérienne. Par localisation, N'est-ce Adem. pas? Par localisation. Algérienne, Et algérienne de cœur. Oui, absolument. Algérienne de cœur et de De cœur localisation et d'âme aussi, hein, et de tout. localisation, hein, n'est-ce pas? Ça va, Samira? Les baisses. Alhamdulillah. Alors, Samira, aujourd'hui, tu vas revenir sur un parcours exceptionnel d'une dame exceptionnelle Oui. dans une période ou durant une période exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, la première femme archéologue de l'histoire de l'Algérie indépendante. Et Madame... ce sera Ah, bien sûr. juste après cela. Voilà. Et de retour sur le plateau. Alors, juste avant de commencer l'émission, Oui. j'avais demandé à Yazid de compter combien d'hommes il y a en cette matinée. Dans la Alors, ils régie. me disent, enfin, en régie, aussi au niveau des agents, au niveau de Canal d'une manière générale. Alors, ils sont 10. Hommage quand même à ces hommes qui nous accompagnent hein, aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, mais on est plus nombreuses. Et aujourd'hui, Nous c'est sommes la plus fête de la nombreuses, femme, c'est pas de effectivement. l'homme. Nous sommes. Ben, on marque notre présence, hein, même lors de notre journée. Donc, hommage à toutes les femmes et hommage à tous les hommes aussi qui accompagnent toutes ces femmes et qui défendent aussi. Ces femmes. Et il y en a défendent beaucoup. aussi, il y en a Il y en a beaucoup. Voilà. Beaucoup. Si on doit en citer un, c'est par exemple, à titre d'exemple, on citerait le papa de Assia Djoubar, Oui. qui grâce à lui, elle a pu avoir ce parcours magnifique. C'est lui qui l'a envoyé à l'école. Sa mère, elle n'était pas très d'accord. Ça sortait des conventions traditionnelles. Donc son père l'a encouragé à partir à l'école. Lui-même était, je crois, instituteur partant et directeur d'une école. Fatima Kadaria, elle n'a pas eu cette chance au départ. Elle a eu une enfance, début de jeunesse assez compliquée. Et on rappelle que c'est une période coloniale à laquelle elle a vécu. coloniale. Donc, enfance, adolescence, c'est une période quand même très, très critique. Milieu rural, elle est née à Oran, mais elle a vécu, ses parents l'ont donnée à un couple, donc elle a vécu avec eux du côté de Tlemcen. Puis ce couple s'est déplacé à Souguer et c'est là qu'elle a eu la chance de pouvoir accéder à l'école. On sait parce que plusieurs biographies ont été écrites et notamment celle qui lui a rendu hommage et parce que c'était sa collègue et son amie et son ancienne directrice, c'est Sabah Ferdi, l'archéologue et spécialiste en mosaïque antique. En 2015, ils ont fait un ouvrage avec le CNRA, Centre national de recherche archéologique, pour lui rendre hommage. Fatima Kadaria a ouvert la porte à des générations de femmes archéologues. Elle a ouvert la porte à un secteur qui est assez compliqué. Je ne parle pas du métier d'administration, je parle du terrain. Elle a fait partie des premières missions de campagne, d'intervention et de sauvetage, alors qu'il n'y avait que des hommes. Et pour les premières années de l'indépendance, il y avait encore des Français, des chercheurs qui étaient restés pour aider l'Algérie. Et elle a travaillé donc sur le terrain avec des hommes étrangers. C'est un peu compliqué. C'est vrai, un double challenge pour elle. C'est un grand défi parce que aujourd'hui, ce qui paraît un acte banal, on voit une fille à l'école, une petite fille à l'école, et l'école est obligatoire grâce à Dieu et que l'État fait énormément d'efforts pour l'équité des droits, pour l'émancipation des femmes. À l'époque, c'était un geste quand même assez difficile. La femme, elle reste à la maison. Hein. Oui. Elle dit, la tradition, c'est comme ça. Peut-être pas dans les grandes villes, mais surtout dans les zones rurales. oui, dans les villages, dans les bourgs, dans les lieux éloignés. Elle va apporter quelque chose extraordinaire. Elle va rester une référence. Elle est une référence jusqu'à aujourd'hui. Elle va tout faire pour retrouver l'empreinte, l'identité culturelle, historique, antique de l'Algérie. Son projet de cœur, ce qu'elle a porté toute sa vie, ce sont les djedars. Quand on fait des recherches sur les djedars de Tiaret,
Et Sogol Setiaret, c'était on va dire son projet de cœur, voilà, son histoire d'amour. Avec l'Antiquité, elle n'a pas fait que ça, elle a fait énormément de fouilles. En fait, tout ce qui a été fait aux premières années de l'indépendance, elle était là. Elle a été directrice au ministère de la Culture et à l'époque c'était le ministère de la Culture et du Tourisme. Elle a été directrice à la conservation des antiquités. Elle a été directrice, je crois, du Bardo. À Alger. Enfin, elle a occupé énormément de postes. Elle a travaillé avec Mounir Bouchnari, qui lui a représenté longtemps l'Algérie à l'UNESCO. Ce sont les premiers archéologues. Il y a eu Nassera Ben Seder aussi, qui en a parlé à plusieurs reprises. Elle a donné envie, elle a ouvert une voie pour toutes ces femmes, pour toutes les femmes archéologues et puis pour ce métier extraordinaire. Voilà. Et puis elle n'est pas seule, elle a été accompagnée de sa sœur aussi, Alors, encouragée par sa sœur. Oui, sa sœur a joué un rôle très important puisque les parents, que ce soit adoptifs ou biologiques, non, n'étaient pas très d'accord pour qu'elles aillent faire des études. La première à être partie, c'est sa sœur. Elle est partie en France et c'est grâce à elle, c'est par elle et grâce à elle que Fatima Kadra a pu la rejoindre plus tard. Bon, alors dans Icosim, ce document, je ne sais pas si on le voit, on dit qu'elle a eu son bac à Paris et qu'elle a pu rejoindre la Sorbonne, y faire une licence d'histoire et de géographie, et puis plus tard d'archéologie. Elle est revenue à l'indépendance. Sa sœur, c'est pareil, c'est une romancière. Elle a édité plusieurs ouvrages parus chez Balzac notamment, sur Jugurtha, sur cette histoire de Numidie algérienne. Toutes les deux, sa sœur aussi a été l'une des premières directrices à l'Office des publications universitaires. Donc ce sont les premières femmes qui ont aidé à l'édification de l'Algérie. Parce que, il faut le rappeler, la France coloniale a fait en sorte que 5 générations d'Algériens, 132 ans de colonisation, c'est 5 générations d'Algériens qui n'ont pas pu accéder à l'école. Donc c'est un taux d'analphabétisme. Avec plus de 85% d'analphabétisme. Hein. Oui. Donc elle a laissé une catastrophe sur le plan éducatif, instructif. Voilà. Et pourtant, il y a eu des gens qui ont relevé le défi. Voilà, donc les Algériens se sont battus. Aujourd'hui, on a dépassé le chiffre. Ce sont des millions d'enfants qui rentrent à l'école ou au primaire, CEM et au lycée, à la fac aussi. Les femmes sont présentes en force dans toutes les... il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses ont été faites aussi. Alors au niveau des universités, je peux en témoigner, Samira, il y a des universités où il y a plus de filles que de garçons. Dans certaines classes, il n'y a que des filles. Oui. Voilà, dans certaines classes, on peut trouver que des filles dans certaines quelle spécialités. Dans plusieurs filières, journalisme, bon, je parle par connaissance de cause, mais beaucoup de filières, notamment journalisme, sciences politiques, les langues, biologie. Aujourd'hui, l'informatique aussi, la présence la présence féminine aussi prend de l'ampleur. Oui. On a des femmes ministres, on a des femmes au Parlement, on a des femmes députées, on a des femmes au Sénat. Il en faudrait plus. Il faudrait l'équité, il faudrait kiff-kiff. Parce que la vision est différente. Oui, et complémentaire. Oui, et complémentaire, et indissociable. Et nous, on n'est pas en marge. Il y a énormément de choses qui n'existaient pas et qui ont été acquises dans la douleur, dans la souffrance, dans la violence, dans la maltraitance. Mais les femmes, il y a eu un grand changement. On remercie toutes les femmes, toutes les associations. Qui continuent d'ailleurs à faire un travail colossal et qui luttent encore pour certains droits qui n'ont pas encore été acquis. Et tous les hommes qui ont aidé à cette émancipation, à l'acquisition de ces droits. Voilà, rappelez qu'elle est née en 1939 et qu'elle est décédée, Allah yarhama, Fatima Kadra Kadaria, elle est décédée en 2012. Voilà, donc c'est une perte pour l'Algérie. Elle est morte à 72 ans. C'était une femme extrêmement discrète, extrêmement modeste malgré un parcours de fou. Elle mérite beaucoup de choses, elle mérite une attention particulière puisque c'est une pionnière, c'est une femme qui a aidé alors d'abord à la création de l'inventaire national, à faire des campagnes de mission, de sauvetage aussi parce qu'au début c'était pas l'une des priorités, mais ça a été rapidement, hein, quand on voit les inscriptions à l'UNESCO, ça aussi c'est une manière de sauvegarder. Dès les premières années de l'indépendance, l'Algérie a tout fait pour conserver son patrimoine puisque ça relève de l'identité et c'était
porter son combat. Effectivement, et justement, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, plusieurs événements sont organisés, seront organisés pour célébrer encore une fois la femme, n'est-ce pas, Samira? Oui, et peut-être rappeler qu'à la Casbah, dans Dar el-Bachtarzi, du 8 au 18 mars, il va y avoir un hommage aux femmes et métiers. C'est une exposition de produits d'artisanat. Et pas que, il va y avoir toute une animation autour de tout ce qui est traditionnel, artisanal algérien. Et c'est l'association de Nasser Adouagui, Mawahib. Afaq wa Mawahib. Afaq wa Mawahib, on rappelle une dizaine d'artisanes seront présentes, donc qui vont proposer plusieurs... Le lieu en lui-même, il est fabuleux. Exactement. C'est là où l'artiste répétait, et elle est fabuleuse. C'est la chambre de l'artisanat et des métiers. Donc, on salue M. Saïdani qui fait énormément pour... la majorité, c'est des femmes. Voilà, effectivement. La promotion de l'artisanat. Un art et un savoir-faire national. Donc, que ce soit la vannerie, tout y est. On pourra, même la cuisine. Et je pense qu'il y aura des préparations pour le ramadan aussi. Certainement. Donc, on rappelle que l'événement se poursuivra jusqu'au 18 mars, donc à la fin du mois béni. Donc, ça va commencer à partir de 10h du matin jusqu'à 15h. Donc, on pourra s'y rendre. En tout cas, Samira, merci beaucoup pour ces informations. Merci. Bonne fête à toutes les Algériennes et à toutes les femmes du monde. Hommage à une dame exceptionnelle. Bonne fête à toi encore une fois. Merci, Nour. Voilà, merci beaucoup, Samira. Et on continue cette fois. Ça va être une pause musicale en compagnie d'une diva, bien entendu. Un autre hommage qui sera rendu à une autre gardienne du temple, on va dire, de la chanson algérienne. Il s'agit donc de Fadela Dziria. Et on se retrouve juste après.
Voilà, donc c'était Fadela Dzeria et sur ces très belles sonorités, nous allons recevoir une autre jeune dame qui fait un travail colossal d'ailleurs sur terrain. Il s'agit de Racha Boukouba. Bonjour Racha. Bonjour. Marhaba bik. Allah يسلمك, merci. Harmdanek. Allah يسلمك, Bon, on voit que Zada. nous avons fait un peu plus de la moitié. Oui, Mais on est toujours en plein dedans. exactement. N'est-ce pas? En forme? En forme. Ça va, mais Alhamdulillah, ya Rabbi. Tranquille. Très bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, Racha, vous êtes fondatrice d'une plateforme médicale, n'est-ce pas? Alors, Exactement. parlez-nous un petit peu de ce projet. Pourquoi ce projet? Très bien. Alors, avant tout, merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba. Allah يسلمك, je me présente, c'est Boukouba Racha. Je suis dentiste de formation, entrepreneur aussi et je suis prof d'anglais. Donc, mon projet, c'est une C'est quoi le plateforme. rapport entre dentiste et prof d'anglais? Alors, l'enseignement. Là, je sors direct, je sors complètement de... Tout à fait. Alors, j'ai vraiment plusieurs passions. Donc, depuis Oui. que j'étais petite, je faisais beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives et l'enseignement en fait partie. Donc, Oui. j'ai toujours eu, on va dire, une affinité envers la langue anglaise et c'est ce qui m'a permis de faire une formation et voilà, de devenir prof d'anglais. Bah, ils ont de la chance, hein, les élèves, avec toute cette passion, avec tout cet amour du partage, d'autant plus il y a un intérêt très particulier pour la langue anglaise en ce moment, n'est-ce pas? Exactement, ça se développe et c'est vraiment un besoin énorme Très actuellement. bien. Très bien. Alors, ma plateforme s'appelle Dentophoria. Donc, c'est la combinaison de deux mots, dentisterie et euphorie. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des formations. Euphorie pour le dentiste? Oui, exactement, exactement. On en a vraiment besoin. Là, si on doit faire un sondage, est-ce qu'on aimerait partir chez les dentistes? On verra, on verra. Voilà, ça c'est un bel ancrage par contre. Exactement, Voilà. merci beaucoup. Alors, le but, c'est d'aider et d'accompagner les médecins dentistes donc pour promouvoir leurs compétences pratiques, mais surtout personnelles. Oui. Par personnel, ça sous-entend le leadership, l'intelligence émotionnelle, la gestion d'équipe, parce qu'on croit vraiment qu'un dentiste n'a pas besoin que de compétences pratiques, mais surtout de compétences personnelles. Car après tout, on a recours à des psychologique patients, aussi. exactement, c'est ça, Oui. à des patients qui pourront être anxieux, peut-être, qui ont vraiment peur du dentiste. Donc, on travaille voilà, sur cette valeur ajoutée qui est l'ajout de compétences personnelles ou bien des soft skills à la dentisterie. Voilà, donc c'est un apport très très important, effectivement, parce que ça reste un contrat de confiance entre le médecin dentiste et le patient, parce que c'est vrai que autant on est beaucoup en conciliation avec les autres médecins, mais quand il s'agit du dentiste, je ne sais d'où est-ce qu'on a cette phobie, d'une manière... Bon, j'ai pas de phobie avec les dentistes, hein, ça va. Heureusement. Je suis en bon terme avec les dentistes, mais généralement, effectivement, il y a une phobie quand on parle du dentiste, et effectivement, donc ce sont toutes ces compétences humaines qui vont faire toute la différence finalement et qui vont rehausser la pratique médicale. Exactement, tout à fait. Alors, quant à cette phobie, on peut dire que ça date vraiment de longtemps, Oui. parce qu'avant, le médecin dentiste n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas, on va dire, des outils ou bien des matériels qui facilitent la tâche comme aujourd'hui. Et on a eu comme une idée ou bien, on va dire, une fausse image sur le dentiste que c'est quelqu'un qui fait mal, Oui. mais c'est quelqu'un qui fait des actes vraiment douloureux, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Parce que la dentisterie en Algérie ou bien dans le monde entier, ça s'est vraiment développé Oui. avec l'apport et l'ajout de, on va dire, de nouvelles technologies, de nouveaux matériels. Et ça s'améliore. Ah, voilà. Et en plus de ça, avec et l'ajout tant mieux. des compétences personnelles, ça rend l'expérience encore plus agréable pour le patient et pour le dentiste. Effectivement, effectivement. Alors, il faut dire aussi que les enfants, par exemple, quand on a envie de leur faire peur, c'est aussi avec les dentistes. hein, Exactement, n'est-ce c'est pas? ça. Alors, Il y a si aussi vous cet arrêtez de ancrage, faire- voilà. Il y a aussi un ancrage social derrière tout cela qui fait que cette phobie existe. Mais comme vous l'avez dit, il y a quand même la technologie qui a complètement changé la pratique des dentistes. C'est beaucoup plus agréable. hein. Tout à fait. C'est beaucoup plus agréable. Moi, je sais, j'ai une petite expérience avec mon fils quand il a son rendez-vous avec sa dentiste. Alors oui, c'est un moment agréable, hein. C'est la discussion, c'est carrément un moment de bonheur et de partage. Très bien, ça fait vraiment Voilà. plaisir. Et justement, Rachel, dans ce sens, tout cet accompagnement-là et ajouter finalement ou avoir cette valeur ajoutée du côté humain, vous faites partie d'un programme très intéressant qui est un programme de mentorat, d'accompagnement à tous ces jeunes entrepreneurs, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors parlez-nous un peu de ce programme. Très bien. Alors tout d'abord, le programme dont je faisais partie et dont je fais toujours partie, ça s'appelle Jeune Espoir des Zèbres. Donc c'est une association qui a été fondée et présidée par ma chère mentor Khalida Wafi, que j'ai eu la chance d'être mentorée par elle et surtout elle m'a beaucoup aidée pour le développement de mon projet, pour voilà, construire un réseau et voilà. Donc c'est ça. Alors le but de l'association, c'est comme vous l'avez dit, c'est Force aux femmes. hein.
n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, Oui, c'est la journée mondiale de la femme. Hein. Exactement. Joyeuse fête. Oui. Alors oui, comme je vous avais dit, c'est un programme de mentorat qui a une durée de plus de 6 mois, où on fait des formations, des workshops, des masterclass, bien sûr présentés par des spécialistes ou des entrepreneurs de l'écosystème algérien dans le finance, management, l'entrepreneuriat en général. Et à l'issue de ces 6 mois, donc les porteurs de projets et les porteuses de projets vont présenter leur projet devant un jury. Donc, pour la deuxième édition qui s'est passée il y a quelques mois, plutôt il y a un mois, on a eu l'honneur d'être parrainé par le ministère de la Connaissance et des startups et des micro-entreprises. Donc, les porteuses et les porteurs de projets ont eu l'opportunité de présenter leurs projets, donc devant un public et devant un jury, mais surtout devant des acteurs de l'écosystème entrepreneurial en Algérie. Et voilà, c'était le résultat de plus de 6 mois d'accompagnement par leur mentor. Et voilà, donc c'est ça le programme. Alors, c'est vrai que c'est un programme, on voit en 6 mois, donc on va comprendre d'emblée que c'est un programme quand même qui est assez accentué, un programme assez concentré. Et qui sont concernés par ce programme? Est-ce que ce sont tous les porteurs de projets ou il y a des domaines particuliers? Très bien. Alors tout d'abord, on travaille avec les jeunes Algériens, que ce soit des jeunes Algériens basés ici en Algérie ou des membres de la diaspora, donc tout le monde est la bienvenue. Pour les gens qui sont, on va dire, intéressés par le programme, donc c'est tout simplement les jeunes qui ont soit une idée, donc qui ont une idée de projet mais qui ne savent pas comment la concrétiser, ou bien des gens qui ont encore plutôt déjà des projets, comme c'était le cas voilà, pour mon expérience. J'avais déjà mon projet, mais j'avais besoin d'accompagnement, d'être guidée, voilà, j'avais besoin des conseils d'experts. Donc, pour résumer, c'est pour les jeunes qui ont une idée de projet ou d'entreprise et qui veulent la concrétiser. C'est aussi pour les jeunes qui ont déjà une idée et qui veulent la développer, ou bien c'est aussi pour, voilà, pour les jeunes qui veulent entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, c'est avec une inscription, j'imagine. Alors, comment on peut vous contacter et participer à ce programme? Exactement, très bien. Alors oui, c'est après une inscription. D'ailleurs, on va lancer, Inch'Allah, notre 3e édition en fin d'avril. Donc, voilà, je vous invite à rester branchés dans nos réseaux sociaux. Donc, c'est Jeune Espoir des Aides, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Et le programme, Inch'Allah, il va commencer en septembre. Donc, ça va être 6 mois de formation, de workshop, de réseautage, où voilà, les jeunes porteurs de projets auront l'opportunité de construire le réseau, d'apprendre des formations, mais surtout d'être guidés et mentorés par des mentors. Donc, par des experts. Exactement. Ce sont des experts. Ce qui ont l'expérience unique, c'est que chaque porteur ou porteuse de projet a son propre mentor. Donc, qui va le guider, qui va voilà, l'aider durant toute cette expérience. Donc, finalement, c'est un accompagnement personnalisé. Exactement. Donc, c'est un accompagnement personnalisé et en même temps, on fait des formations en groupe. Donc, c'est ce qui va permettre aux jeunes porteurs de projets de faire connaissance entre eux, de développer voilà, leur public speaking. Et puis d'échanger. Hein. Donc, ça reste toujours un enrichissement entre. Généralement, ce n'est pas toujours les mêmes projets, mais ça reste quand même un enrichissement d'idées, de façon de voir, de vision également. Tout à fait, oui. C'est ça. Voilà, donc on rappelle que ce sera fin avril pour les inscriptions, c'est ça, et donc le programme commencera à partir de septembre, et vous êtes déjà à la 3e édition. Oui. Alors, pour clôturer, donc 3e édition, Inch'Allah, au bout de 6 mois, donc une fois que la formation, l'accompagnement se terminera, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui nous intéresse, c'est après. Exactement, voilà. Donc après, c'est les porteurs de projets, ils vont présenter leur projet devant un jury qui seront notés. Et peut-être ils pourront décrocher des opportunités, soit avec des investisseurs, soit avec des porteurs de projets qui seront déjà présents dans, voilà, dans la cérémonie, ou peut-être, on va dire, labelliser leur start-up ou bien leur entreprise grâce à l'accompagnement. Ce n'est que du bénéfice finalement. Exactement, tout à fait. Voilà, en tout cas, vous souhaite une très très belle continuation, très belle réussite pour cette 3e édition. Merci beaucoup, Racha, d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Et bonne fête à vous, encore une fois. Et il y a notre ami Yazid Mahidine qui vous offre une Nouara à travers Nouara. Oh, merci voilà. beaucoup. Il vous offre Nouara à travers Nouara, une autre diva de la chanson algérienne qui a tourné justement cette chanson du côté de L'Biel, dans un endroit mythique où on peut surplomber la ville d'Alger. Il s'agit donc de l'endroit, vous connaissez Balcon Saint-Raphaël? Oui. Voilà, c'est un magnifique endroit, on surplombe une très très belle vue voilà, d'Alger. Je vous laisse apprécier cette chanson, on se retrouve juste après en compagnie de Fella Bennour et ses invités.
Et voilà, une très très belle interprétation d'une autre diva de la chanson algérienne. Il s'agit donc de Nouara. Et cette fois-ci, Fella Bennour est parmi nous, toujours bien accompagnée. Fella, bonjour. Bonjour, Nour. Bonne fête. Bonne fête, L'Abdouma Khayr. à toutes les femmes à travers le monde et à la femme algérienne en particulier. Merci. Voilà. J'en fais partie. Hein. Oui, heureusement. Bonne fête, Nour. Merci beaucoup, Fella. Alors, Fella, toujours bien accompagnée. Et cette fois-ci, dames et des dames exceptionnelles. Hein. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ça va être les Algériennes du monde, au lieu des Algériens Oui, du ce monde. sont les Algériennes du monde. Les Algériennes Les du monde. citoyennes du monde. Et j'ai parmi ces Algériennes deux femmes exceptionnelles et qui vont, dans un premier temps, parler de leur parcours et de leur ambition également. Donc, le jingle? Peut-être? Non? On ne m'a pas informé. Ah, d'accord, ok. Donc on y va, allez, sans jingle. Donc j'ai le plaisir de recevoir Amel Barsa. Bonjour, Entrepreneuse ou marhaba, entrepreneur? bonne fête. Merci. Est-ce que le mot a été féminisé? Entrepreneur ou entrepreneuse? Je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, mais je veux bien le féminiser, on peut dire entrepreneuse pour aujourd'hui, pour le 8 mars. En tout cas, Amel Barsa est fondatrice de Millianex. Millianex, c'est ça, Millianex. On va l'expliquer pourquoi, après, pourquoi Millianex. Et j'ai Shiraz Benseman qui est avec moi, qui est, on va dire, modératrice, conférencière.
La liste est longue. Donc, et fondatrice aussi d'une Elle a le choix d'une des plateforme. T'as des chapeaux, des casquettes, n'est-ce pas? Ouais, et puis même animatrice, elle a un podcast aussi, et elle est fondatrice surtout d'une plateforme qui s'appelle Coach Tribe. Coach Tribe, qui accompagne, qui aussi œuvre pour le développement des entreprises. Tout à fait. Voilà, et pas n'importe quelle entreprise, notamment en Afrique. Tout à fait. Voilà. Alors, il y en a deux du coup, une qui est très africaine et après Coach Tribe, très formation professionnelle, personnelle, tout à fait. Très bien. En tout cas, bonne fête, mesdames. Merci. Et avant de revenir sur le parcours de l'une et de l'autre, on va un petit peu parler de cette immigration féminine, la féminisation de l'immigration, et qui a pris un autre tournant, si on veut vraiment l'expliquer. Et comme l'expliquent les analystes aussi, on parle même de rupture historique. Donc on est passé d'une immigration qui était masculine, où la femme subissait l'immigration, parce qu'il s'agissait de regroupement familial, où maintenant la femme choisit de partir ailleurs pour la recherche, pour les études, pour aussi cette ambition de créer quelque chose et de participer à l'économie et au développement. Donc cette tendance a vraiment basculé vers la femme et la femme algérienne, puisque ça représente actuellement le taux est arrivé à plus de 50% de femmes qui sont À parité, hein, finalement. oui. Et Finalement. puis, et par rapport aux femmes qui sont nées en Algérie, Nour, il y a plus d'1 million de femmes nées en Algérie et qui résident à l'étranger. Donc c'est énorme déjà. Un autre chiffre, 37%. 37%, c'est le chiffre des registres de commerce qui sont attribués aux femmes. Depuis 2019, le taux a augmenté de 37%. Donc ça, c'est pour dire que la femme est bien là, elle s'impose avec ses compétences, avec ce qu'elle aussi donne comme énergie. J'allais dire énergie, je cherchais le mot énergie, et tout ça pour dire que voilà, il y a une autre tendance. Mais il y a aussi autre chose. Il y a la femme qui revient ici en Algérie de retour. Et incroyable Ça, c'est aussi. plus intéressant encore. Ça, et Elle revient très chargée en background, en expérience. Absolument. Et justement, là, c'est le cas de Amel et de Shiraz, chacune dans son domaine, mais elles sont toutes les deux très motivées, n'est-ce pas, Amel? Amel, tu es née en Algérie, mais très tôt, tu es partie de l'autre côté de la rive. Exactement, ouais. Tu as eu ton bac en France. Tu as vécu aux Pays-Bas, en Allemagne, à Singapour. En Angleterre. J'ai oublié encore un pays, Londres. Oui, exact. Et voilà, tu décides de rentrer. Exactement. Donc pour revenir un peu sur tes propos sur la femme qui émigre seule, effectivement, je peux parler de ma mère qui, elle, a émigré seule en France avec ses 3 enfants dans les années 90. Et la réimmigration, c'est notre génération, c'est ma génération, et nous, on revient avec un background. Donc ça illustre un petit peu tes propos, ce que tu disais. Donc pour en revenir, je suis née ici en Algérie et donc j'ai étudié en France, puis j'ai fait mes études aussi à l'étranger, aux Pays-Bas, principalement dans la ville de Maastricht où j'ai étudié l'économétrie, donc c'est des maths appliquées à l'économie. Par la suite, j'ai vécu un peu à Berlin, en Allemagne, et puis après je suis revenue en France à nouveau où j'ai intégré l'ESSEC, qui est une des meilleures écoles de commerce de France. Et là, j'ai eu l'occasion de vivre un petit peu à Singapour. Et une fois que j'ai fini mes études, je me suis installée en Angleterre où j'ai travaillé dans le domaine financier, dans les fonds d'investissement principalement. Et puis, j'ai décidé de rentrer il y a à peu près 1 an et demi en Algérie pour une autre aventure qui était totalement différente, qui était l'aventure entrepreneuriale. Donc je suis revenue et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Milianex. Milianex, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est en référence à ma ville d'origine, voilà, à la ville d'origine de mon père, Allah yarhamou, qui est Miliana. Donc du coup, on l'a nommé Milianex et le X pour l'exportation. Donc c'était un petit peu ça l'idée dans la dénomination.
Et on a commencé par les produits agroalimentaires et on a monté l'entreprise il y a à peu près 2 ans, enfin à peu près 2 ans à cette période de Ramadan. Et Ramadan, qui dit Ramadan, on était bon, qu'est-ce qu'on peut exporter pendant Ramadan? Et donc là, la date s'est imposée de façon naturelle. Mais Là, c'est pas tout. si tu permets, alors, Amel, justement, prie, un parcours passionnant. Merci. Allah Ibarak, je trouve que vous êtes quand même très jeune et vous avez fait, bah oui, vous avez fait plusieurs pays, Oui. j'imagine, en temps record. Oui. Donc, est-ce que là, vous accentuez, j'ai envie de dire, et vous confirmez tous les dires, les postulats, les théories qui tournent autour de l'adaptabilité de la femme algérienne à toute situation? Parce que là, vous avez cité des pays qui sont très différents de nous sur le plan culture, sur le plan quotidien, sur le plan mentalité, même sur le plan géographique. Et pourtant, vous êtes passé de façon très subtile d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. C'est vrai, mais je pense que c'est peut-être dans l'ADN de la femme algérienne de savoir C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, oui. Exactement, de savoir s'adapter en toutes circonstances. Donc j'ai pas, enfin ça s'est fait de façon assez naturelle et de façon assez, assez facile. Oui, J'ai pas ce que peut-être tu ne sais pas, Nour, c'est que non seulement elle a choisi de rentrer au pays, mais elle a sillonné avec sa maman dans une voiture pratiquement tout le sud. Il y avait de très belles photos justement qui défilaient. Ah oui, mais elle a pris sa voiture, elle s'est dit, oui, je vais me lancer dans l'agroalimentaire, mais je ne vais pas que consulter un annuaire ou Non. voir les adresses, mais je vais à la rencontre des agriculteurs. Exactement. Donc du coup j'ai pris la voiture et j'ai pris ma mère avec moi parce que bon les trajets 7 heures de route, parfois c'est un peu long. Vaut mieux avoir quelqu'un avec qui discuter. Chaque fois, je vais l'accompagner, elle est là. Exactement. Donc du coup, j'ai fait plusieurs fois le trajet Alger-Biskra et j'en profitais donc pour aller à la rencontre des agriculteurs de façon très ouverte en fait, ouverte à la communication et aussi curieuse de découvrir. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Vers les régions subsahariennes, Subsahariennes, exactement. donc l'Afrique essentiellement. Oui, exactement. Ouais. Donc, Et c'est le point commun avec Shiraz. Shiraz qui a aussi beaucoup œuvré pour travailler en Afrique. Et donc la plateforme d'ailleurs est dédiée aussi, entre autres, pour des pays africains. Donc elle a vécu dans 12 pays. C'est ça, 12 pays. Oui. Et tu interviens dans 45 pour justement le développement, l'accompagnement et faire aussi connaître les écosystèmes des pays. Et beaucoup de femmes hein, dans ce package, j'allais dire. Réseau. Et puis, c'est intéressant aussi d'écouter le parcours d'Emel parce qu'en fait, on a beaucoup de De points communs, oui. Ouais. Parce que, effectivement, d'une certaine manière, pareil, quand j'ai fait une partie là-bas, moi je suis revenue par contre en 2014 en Algérie et moi je suis venue alors avant de lancer du coup mes sociétés. Tu avais senti la chose arriver de... Pour être honnête, c'était, je dirais d'une certaine manière, encore mieux que ça parce que je considère que même si on est algérien ou de toute autre nationalité, on ne peut pas prétendre savoir comment on travaille dans le pays si on n'y a pas travaillé. C'est-à-dire qu'on peut être de n'importe quelle nationalité. Si on n'y est pas, on n'y a pas allé, on n'a pas été confronté, ben on ne saura pas. Donc l'entreprise pour laquelle je travaillais avant faisait que tous les 4 à 7 mois, j'étais dans un nouveau pays, donc d'où notamment les 12 pays, donc que ce soit la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil et je voulais démissionner et la raison pour laquelle ils m'ont gardée, j'avais une condition sine qua non, je leur ai dit je veux repartir en Algérie à ce moment-là et voir ce que c'est que de travailler en Algérie. Et ils n'avaient pas l'habitude d'envoyer, comme ils disent, les autochtones dans leur pays. Et je leur ai dit mais je suis algérienne, j'ai grandi là-bas, mais j'ai jamais travaillé, donc je ne sais pas ce que c'est. Le bac La réalité en du France terrain aussi. professionnel. Tout à fait, oui, j'ai eu mon bac en France, j'ai fait une prépa, puis une école de commerce, 1 an aux États-Unis, et après quand j'ai commencé à travailler, c'était tout de suite on part à l'étranger. Je savais qu'à un moment donné je reviendrais en Algérie, le quand, ça par contre je ne savais pas. Et je leur avais dit par contre que je sais que culturellement, on fait quand même beaucoup plus confiance à un Algérien quand on travaille. Le contact se fait très facilement, comme ça peut se faire maintenant. Tout à fait. Et c'est après quand j'ai Vous travaillé... prenez les codes. Exactement, c'est-à-dire que peut-être que je ne sais pas comment on travaille, mais il y a certaines choses que je sais. Et après, le projet, en fait, honnêtement, c'est très très bien passé. C'était d'ailleurs sur l'industrie pharmaceutique et du pétrole et du gaz. Donc j'ai appris qui étaient les acteurs, comment on travaillait. J'ai vraiment découvert l'écosystème algérien. Et après, quand j'ai
créé ma société, je me suis dit, ça serait bien de partager toute l'expérience que j'ai faite à l'étranger, à l'international, pour les pays, à la base je disais les pays émergents, c'est-à-dire que je n'avais pas spécifiquement. Et les premiers qui m'ont qui m'ont fait confiance, c'était des Algériens. Donc on est parti avec eux et à ce jour, donc la société elle a été créée en 2015 et à ce jour c'est toujours des clients avec qui on fait de l'export. Donc et après en fait les choses se sont juste goupillées petit à petit et l'Afrique, personnellement je m'y suis vraiment focalisée avec Covid. En fait, donc merci Covid, même si c'était pas une très bonne période et niveau santé non, mais une des choses que j'avais réalisées, c'est que sur notre continent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en fait. On sait qu'on connaît plus. On connaît plus ce qui va se faire. Mais en plus de ça, pendant la Covid, on savait ce qui se passait, combien il y avait de morts ou quels étaient les protocoles sanitaires qui avaient été mis en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Mais en Afrique, en fait, on ne savait pas spécialement ce qui se passait. Et je me suis dit, c'est bête parce qu'on a beaucoup à apprendre. Et des fois, on ne sait juste pas ce qui se passe en Tunisie, en Libye, juste à côté. On a des frontières communes. Et Covid, si ça avait bien ça, c'est avec les voyages. Et du coup, quand on a lancé la plateforme, l'objectif premier, c'était ça, vraiment un partage d'expérience. Apprendre les uns des autres. Et du coup, savoir quels étaient les besoins des autres, des uns et des autres. Et la première fois qu'on a lancé, du coup, ça prenait forme de webinaire et à ce jour, on le fait toujours. Et c'était ça, vous avez lancé les webinaires. Les webinaires africains, ça s'appelle Africa Webinars. Et on avait déjà 6 pays africains qui avaient participé et des pays où je n'étais jamais allée. J'avais le Rwanda, la Côte d'Ivoire. À l'époque, maintenant ça va, j'y suis allée, mais à l'époque, j'y étais pas allée. Mais on avait la Tunisie, l'Algérie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et je trouvais ça super intéressant. Et à ce jour, on a continué à ça. Après, ça a donné du coup la plateforme et donc le podcast avec la chambre de commerce Coach Tribe. Et Coach Tribe également, parce qu'on avait réalisé que même sur la partie développement personnel et professionnel, il y avait beaucoup de personnes, du coup, toujours pendant un peu, même si l'idée elle était venue avant Covid, pendant Covid, c'était encore plus, les gens en profitaient, ils disaient on va se développer personnellement, je vais essayer de voir comment changer. Parce qu'on travaillait travailler à la maison. À la maison, et pour moi, c'est vraiment cet aspect toujours de communauté, partager encore l'expérience. Et je voulais toujours travailler dans de la transparence parce que le coaching, on en parlait beaucoup, mais on ne sait jamais combien ça coûte, quelle est l'expérience de la personne. Et aussi, un point très important pour moi, c'était que c'était toujours les mêmes profils et je voulais qu'on mette en avant des profils plus algériens, africains que seulement ceux qu'on voyait. Je rappelle que tu es lauréate algérienne du programme Women in Africa. Oui, effectivement. Tu es aussi ambassadeur, on dit, ambassadeur du MENA Women Business Club pour le chapitre Algérie. Pour le chapitre Algérie. Tu travailles aussi avec les Nations Unies, avec les institutions d'État, de l'État, bien sûr, en Algérie. Tu travailles aussi avec l'OMS. Tu as travaillé avec aussi l'OMS. Jusqu'à maintenant avec l'OMS. Oui, avec Aouda Nepadossi, l'Agence de développement de l'Union africaine. Ça fait beaucoup de choses. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se plug bien dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que même, par exemple, pour l'OMS, c'était d'ailleurs avec le ministère de la Santé algérien, on avait fait des travaux pour voir comment améliorer le système de santé algérien. Donc, pour être franche, quand je lisais la bio, je me disais, mais quand est-ce qu'elle a eu le temps de faire tout ça? Mais franchement, Amel aussi. Mais c'est énorme. Amel, tu continues à faire tes déplacements à travers le pays? À travers le pays, le dernier déplacement remonte à peu près plutôt un peu plus, on est déjà en mars, peut-être 4 mois. Là, un peu moins parce que c'est la période de Ramadan, mais on va dire que la cadence est un peu freinée parce que j'ai réussi à pérenniser un petit peu l'écosystème que j'ai pu créer, mais je repartirai volontiers à nouveau. Les dates, c'est l'aliment ou le produit c'est le plus, qui vient au haut de la liste des produits que tu exportes. Exactement. J'ai commencé avec ça, puis par la suite, on s'est un peu diversifié et on se diversifie encore, mais on a commencé avec la date et vers le Sénégal en premier. Donc, tu as rencontré beaucoup d'artisans. Qu'est-ce qui t'a un petit peu marqué? Ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est le contact facile. Comme je reprends un petit peu ce que disait Shiraz, pardon. Shiraz Asfahan. Très poétique.
Donc en fait, le contact est assez facile. Et aussi, quand on est une femme, en fait, on a une certaine facilité et une certaine hospitalité qui est dirigée vers nous quand on parle en fait avec les acteurs qui sont sur le terrain. Et c'est une des choses en fait qui m'a le plus marqué ici en Algérie. On a quand même cette facilité à créer du contact facilement, à pouvoir discuter facilement et trouver aussi discuter, trouver des accords et ce genre de choses. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'hospitalité que les gens ont pu avoir à mon égard quand je sillonnais le pays. Comment tu as trouvé l'écosystème? Tu t'es adapté facilement Oui, vraiment pour le coup, j'ai pas eu de difficultés particulières. Au départ, j'ai demandé quelques conseils à des amis qui étaient de Biskra, etc., qui m'ont orienté, et puis d'autres personnes m'ont orienté. Et puis après, en fait, c'est tout un écosystème. Il y a les chauffeurs, il y a les transitaires, etc. Et quand on rentre dedans, ça devient plus... Et une femme dans ce domaine, c'était pas difficile? Ça va? Au départ, c'est vrai que c'est un peu inattendu. Mais les gens, en fait, le reçoivent très bien. Donc, du coup... Tout le respect. Oui, avec beaucoup de respect, etc. Donc, non, ça peut choquer de prime abord, mais quand on est sur le terrain, ça ne change pas grand-chose en réalité. Oui, on a un statut. On est un statut d'abord avant d'être... Exactement. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais c'est pas du tout handicapant, je dirais même que c'est l'inverse. Donc il ne faut pas avoir peur à se lancer. Et puis... Il y a une invitation qui a été lancée pour le podcast Shiraz déjà. Parce que Shiraz, je rappelle que tu animes aussi un podcast qui met en lumière et qui met en avant toutes ces compétences. Exactement, ça s'appelle Africa Thriving Project. C'est un partenariat avec la Chambre de commerce panafricaine parce qu'on avait réalisé qu'à part certains podcasts qui étaient plus institutionnels, on n'avait pas vraiment de personnalités du secteur privé au final, qui sont les acteurs qui se passent sur le continent, qui pouvaient nous dire réellement les réalités du marché, qu'est-ce qui se faisait. Donc on l'a fait en plusieurs langues en plus. En plusieurs langues. Donc en fait, selon... En partenariat, pardon, avec la Chambre de commerce panafricaine. Panafricaine. Donc c'est l'ombrelle en fait qui a toutes les chambres de commerce sur le continent. Et la façon dont on l'a réfléchi, c'est que selon l'invité que l'on a, soit on le fait en français, soit en anglais. En espagnol même. Après, ce qu'on fait, en fait, c'est ça, ce qu'on fait, c'est que, parce que je voulais que ce soit accessible. Donc, on en avait parlé, je dis, ça serait bien que ce soit accessible. Le français et l'anglais, même si ce sont les langues les plus parlées sur le continent, ce n'est pas les seules langues. Donc, on avait décidé pour chacun de faire en fait des résumés, donc en arabe, en espagnol, en portugais, en kiswahili, pour qu'à minima, même si les personnes ne peuvent pas écouter tout le podcast, elles savent quelles sont les idées à retenir. On va voir peut-être un petit extrait. Effectivement, on va voir donc un extrait de ce podcast, on se retrouve juste après. حيث نتحدث جميعا عن التجارة والاقتصاد في القارة الإفريقية. سنناقش ونحلل التجارة البينية الإفريقية ونسلط الضوء على مشاريع الرئيسية ونقدم نصائح ملموسة وتبادل الخبرات. Ça fait tout drôle, hein, finalement, de t'entendre parler arabe. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ne m'entendent pas souvent. Mais un arabe parfait. Voilà, après, c'est de l'arabe classique, académique, donc ça change. Si je l'avais fait en derja, je ne pense pas que d'autres pays pourraient comprendre. Voilà. Du coup, l'objectif, c'est de le rendre plus accessible. Exactement. Exactement. Des projets pour l'une et pour l'autre, Amal? Pour le moment, continuer en fait à développer le catalogue de produits qu'on exporte et rentrer aussi sur des nouveaux pays africains. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter avec Shiraz. Des projets Shiraz? Alors nous, on continue avec les webinaires africains sur la santé et sur l'économie. Donc tous les mois, on a ces rendez-vous avec les différents ministères donc africains qui participent et qui font leur partage d'expérience. Et puis on a d'autres projets sur le terrain avec les douanes africaines pour toujours parler comment faciliter le commerce sur le continent africain. Avec l'Algérie? Avec l'Algérie, j'espère bien, oui. Non, mais avec l'Algérie, vous avez aussi d'autres projets? Oui, alors avec l'Algérie, on a le projet bien sûr avec le MENA Women Business Club où on a des meet-up en fait qui se font tous les trimestres pour parler notamment par exemple d'accès à l'investissement pour les femmes, notamment dans le secteur des industries créatives. On a une partie en fait où c'est sur l'écosystème, donc avec tous les différents acteurs pour voir comment s'assurer que les femmes aient encore plus accès et comment améliorer l'écosystème pour que ça aide au maximum les femmes, pas seulement dans les grandes villes mais vraiment sur tout le territoire.
territoire. Et on a quelques autres projets, dont une conférence qui, j'espère, l'Algérie sera l'hôte. Inch'Allah, espérons-le. Alors, juste si tu permets, Fella, Bien donc sûr, je t'en prie. j'ai vu que Shiraz s'est déjà lancé dans la formation, dans l'accompagnement, dans le partage. Donc, ça reste quand même une expérience très riche à partager. Qu'en est-il de Amel? Je ne sais pas s'il y a un projet dans ce sens d'aller vers la formation, vers l'accompagnement, parce que ça reste quand même un parcours à partager. N'est-ce pas? C'est quelque chose que je fais, mais plus à titre personnel. C'est-à-dire que je vais coacher les enfants d'amis qui partent étudier par exemple à l'étranger ou qui cherchent des stages ou des gens qui m'entourent. Mais c'est plus, enfin, j'ai pas de projet, on va dire, structuré comme Shiraz, mais éventuellement, pourquoi pas, c'est vrai qu'on peut y penser. Inch'Allah. 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 En tout cas, il faut rendre hommage aussi à deux personnes. D'abord, à ta maman qui t'accompagne. Et on va la voir peut-être on l'a vu sur les photos. Nous l'avons vu sur les photos, effectivement. Comment très très belles photos. Elle s'appelle Leïla. Leïla. Donc, Leïla, on t'embrasse et vraiment merci pour les cadeaux. Merci. Shiraz, je ne sais pas si on a vu la photo avec Nous ne papa. l'avons pas encore vue, mais on va la voir dans un petit moment. On vient de me dire qu'on va la voir. Oui, elle tenait aussi à ce qu'on passe la photo avec son papa, sa fierté, Allah yarhamou. On va dire, ça a été une des personnes qui a le plus poussé pour On le voit à l'image là. Oui, pour mon parcours entrepreneurial. Et d'ailleurs, je pense que la seule fois où il m'a dit non sur quelque chose, c'est ça va. Parce que c'est lui qui a fait d'ailleurs que j'ai pu voyager autant, que j'ai pu travailler à l'international en me disant, on n'avait pas vraiment cette notion de femme-homme, c'est plutôt tu es capable, peu importe, tu es une personne et il faut juste que tu te donnes les moyens. On a tout résumé là. Il y a encore un petit quelque chose, je pense que Shiraz elle a un message à faire passer aujourd'hui. Ah oui, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a quelqu'une, n'est-ce pas? Effectivement, ma nièce Léa qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire Léa. Voilà, donc dernier message peut-être Amel. Écoutez, moi j'encourage toutes les femmes algériennes à tenter l'aventure de l'entrepreneuriat si elles le souhaitent. Et il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici en Algérie. Et j'encourage aussi celles qui veulent de revenir parce qu'il y a beaucoup aussi d'opportunités à saisir ici. On les a rencontrées la dernière fois, Exactement, beaucoup de femmes. J'étais impressionnée de voir tout ce nombre. Exactement, comme tu as pu le constater, je ne suis pas la seule en fait, femme entrepreneuse qui revient en Algérie. On en a pas mal, enfin j'en ai pas mal autour de moi. Qui aussi sont dans des activités assez diverses. Je te précise, c'est sa première télé. Hein. Elle s'est Maïba. pas mal débrouillée. Ah oui. Première émission. Très bien. Shiraz, je ne sais pas, Voilà. mais elle a l'habitude de faire des podcasts, donc c'est beaucoup plus facile pour toi. Oui. Dernier Mais message. on dit toujours, peut-être le comble d'un animateur, c'est qu'il réponde aux questions. Ouais. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus Bon, facile finalement j'étais gentille, à poser j'avais des pas beaucoup de questions. questions. Mais, Pour une Voilà, matinée de en tout cas. Ramadan, c'était cool. Non, très cool. en tout cas, merci beaucoup, Fella. Merci à toi. on est toujours bien accompagnés quand il s'agit. C'est un plaisir. donc, Je rappelle que Amel Barsa a été avec nous, fondatrice de Millianex, et Shiraz Ben Seman, modératrice conférencielle et fondatrice de Coach Tribe. Et la liste est longue. Voilà. Et la Non, liste est longue. Coach Tribe, ça y est. Voilà, mesdames, ça a été un plaisir de vous avoir compté parmi nous. Très bonne fête à vous, très belle continuation. Fella, merci beaucoup. Merci à on toi, se retrouve Nour. très vite, Inch'Allah, Très belle journée à toi. pour d'autres Et très belle journée belles à toutes les rencontres. femmes aujourd'hui. Voilà, et bonne fête à toi également. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. On se quitte avec cette très très belle chanson, donc interprétée par Markounda, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un hommage donc à Aziza Massika. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée à tous. Bonne fête à toutes les femmes à travers le monde, les femmes algériennes particulièrement. Et vous retrouvez Amel Almit demain à partir de 8h30. Pour ma part, le week-end prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir. ماسكة
طال ماسكاها ماسكاها